Eh bien, écoutez, bienvenue à tous. On est super contente avec Morgane de vous accueillir ce matin pour notre journée de conférence sur l'intelligence émotionnelle et le succès commercial. Vaste sujet. Et on va aborder ce sujet de multiples facettes, de multiples façons. Je suis accompagnée de Morgane qui est mon associée chez Plumenbiz, et moi je suis donc Corinne Yeminge et je suis la fondatrice de Plumenbiz. Alors pour faire très très rapide, pour pas que ça devienne polluant, et puis de toute façon c'est pas l'objet de la journée. Donc Plumenbiz est un cabinet de conseil spécialisé dans l'amélioration de la productivité et de la fidélisation des collaborateurs, ce qui veut dire que nous accompagnons des entreprises dans la création d'un environnement de travail optimisé, engagé et durable. Donc ça, c'est notre mission, en tout cas, c'est ce que l'on vise. Et donc pour cela, nous utilisons trois moyens: le scope RH dans son intégralité, la RSE, la communication RH, donc la marque employeur et la communication interne, mais nous travaillons aussi sur tout ce qui est conformité, donc des ERP et ces choses-là. Nous sommes un organisme de formation certifié Calliope depuis fin septembre. Alors ça, c'est un super truc. Donc ça, ce sont, vous voyez à l'écran les différentes informations que l'on propose en intra uniquement. Voilà. Et nous démarrons illico. Et bonjour à ceux auxquels je n'ai pas encore dit bonjour, que je n'ai pas encore accueillis. Et donc, pour notre première conférence, nous allons accueillir Hicham et Pierre-Michel. Mais avant cela, de quoi parle-t-on? L'intelligence émotionnelle, eh bien, ça fait référence. Euh, Merci Morgane. L'intelligence émotionnelle fait référence à la capacité d'une personne à percevoir, comprendre, gérer et exprimer ses propres émotions. Ça, c'est ce que nous dit Wikipédia. Il y a une personne en fait que j'admire énormément qui s'appelle Yann Gourvenec. C'est le créateur de Visionary Marketing et Innovation. Et il disait en 2023 qu'en fait, l'intelligence émotionnelle est une compétence extrêmement importante, ça on s'en doute, à la fois pour les vendeurs, mais aussi pour les prospects et les clients. Et que cette activité est absolument incontournable parce qu'en fait, il est constaté, donc en 2023, il était constaté que 5 à 15 des clients eh ben, partaient d'une entreprise ou délaissaient une entreprise pour ses produits et ses services parce qu'ils avaient ressenti des émotions négatives lors d'une transaction. Donc, sur le de quoi parle-t-on? Déjà, il faut vraiment se figurer les 4 piliers de l'intelligence émotionnelle, à savoir sa propre capacité à comprendre ses émotions, c'est pas toujours facile, sa capacité à gérer ses émotions, c'est encore moins facile, à comprendre les émotions des autres, des fois il y a des bugs, et sa capacité à inspirer et à influencer les autres. Donc ça, on a posé le décor. J'ai voulu et j'ai réalisé lors de la préparation de cette conférence, j'ai réalisé une petite histoire de l'intelligence émotionnelle qui m'a paru intéressante également de partager avec vous. Et alors, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose de relativement nouveau au sens où nous la nommons aujourd'hui, intelligence émotionnelle. Au début du XXe siècle, on parlait d'intelligence sociale. Le mot social a vraiment du sens aussi. Et puis, fin 1900, donc en 1990, là est apparu pour la première fois aux États-Unis le mot intelligence émotionnelle. Évidemment, cette intelligence émotionnelle a remis en cause notre sacro-saint QI. Alors ça, c'était un petit peu après. C'était Daniel Goleman qui a remis en cause le QI en appuyant sur cette intelligence émotionnelle. Mais il ne faut pas, j'allais dire, diminuer l'importance de cette intelligence émotionnelle qui avait déjà été identifiée par les Mésopotamiens, donc par nos ancêtres à tous, dès 3500 avant Jésus-Christ. Alors eux, en fait, ils catégorisaient, c'est dans des écrits que l'on a retrouvés, ils catégorisaient
les êtres humains en trois catégories. Ceux à dominance mentale, donc plutôt dominés par la peur, mais la peur c'est bien aussi, ça peut être bien aussi tout au moins, ceux à dominance corporelle et ceux à dominance émotionnelle. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est pas un truc nouveau. Les conférences de la journée, on vous affiche ici le programme, donc un programme riche qui démarre illico avec Hicham et Pierre-Michel. L'émotion des ventes, l'émotion et vente, construire le futur des commerciaux. Pierre-Michel, tu te présentes, s'il te plaît? Bien sûr, avec plaisir. Merci Corinne pour cette introduction et cette invitation. Je suis Pierre-Michel Couturier, cofondateur de l'agence Dreamcatcher Sales. On est une trentaine de collaborateurs. On n'a qu'une expertise chez nous, c'est le business développement B2B. Et on travaille auprès de nos clients principalement dans la tech et le digital, dans le recrutement, le renforcement et la formation de leurs forces commerciales. Donc on passe à peu près entre 2000 et 2500 entretiens à des commerciaux par an. Donc c'est vraiment toujours un sujet qui nous tient à cœur sur les sujets de qu'est-ce que va devenir effectivement le rôle du sales dans le futur. Excellent, merci beaucoup. Hicham, Bonjour. bonjour. Merci de me donner la parole aujourd'hui. Hicham Abari, moi, je suis fondateur de la méthode Scope et surtout, je suis consultant commercial. Donc, je mets mes 25 années de commercial, d'expérience commerciale au sein de grands groupes au profit de toutes sortes d'entreprises. Et, bah, je vais du porteur de projet jusqu'à la PME. Je me focalise, moi, je ne suis pas du tout sur la partie opérationnelle, je suis plutôt sur la partie stratégique, où en fait, je viens reconstruire ou construire hein, tout ce qui va être stratégie, objectif, outils de pilotage, tout ce qui va être Super. l'avant-vente. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour débattre de ce sujet vraiment hyper important pour les entreprises et puis pour les humains que nous sommes. Alors, dans un monde commercial en pleine mutation, hein, on le voit au quotidien, où les compétences techniques ne suffisent finalement plus à garantir le succès, l'intelligence émotionnelle semble s'imposer comme un atout incontournable. En tout cas, c'est ce que l'on a vu, ce que pouvait dire par exemple Yann Gourvenec en 2023. Alors, comment les critères de recrutement, de fidélisation des commerciaux évolue-t-il face à cette nouvelle réalité? L'empathie, l'écoute active, la gestion des relations humaines sont-elles devenues aussi importantes, voire plus, que la performance brute? La demande de compétences, en tout cas en matière d'intelligence émotionnelle, hein, donc d'IE, on va dire, ne cesse d'augmenter et, a priori, sera multipliée par 6 dans les prochaines années. En tout cas, ça, c'est d'après les études sur le sujet, qui disent également qu'un candidat à forte intelligence émotionnelle a plus de chances d'être recruté. A priori, plus 58% de chances. Alors, comment évaluez-vous tous les deux l'importance des compétences émotionnelles par rapport aux compétences techniques lors du recrutement des commerciaux? Pierre-Michel, peut-être que tu veux prendre la parole sur cette question? Bah, écoute, tu peux déjà effectivement te donner un premier point de vue sur la question. Je pense qu'il n'y a pas de dualité entre les compétences techniques et les compétences émotionnelles, puisque l'un doit aller avec l'autre, c'est-à-dire un sales, un commercial qui n'a que des compétences émotionnelles, va pas réussir à tenir sur la durée et va pas réussir à performer sur son cycle de vente. Mais à l'inverse, les compétences émotionnelles sont aussi indispensables. Et je le résumerai sur une punchline assez simple, c'est-à-dire que, je ne sais pas ce qu'en pense Hicham, mais pour moi, la vente, c'est un transfert d'enthousiasme. Et pour faire ce transfert d'enthousiasme, il faut bien évidemment comprendre ses propres émotions, comme tu en parlais effectivement en introduction, comprendre les émotions effectivement de l'autre et savoir se transporter dans un futur qui soit ambitieux pour soi et pour les autres. Et ça passe à la fois par des connaissances techniques, puisque le sales, c'est à la fois celui qui comprend les problématiques techniques de son offre de produits et services, qui comprend les problématiques techniques en face de son prospect et qui arrive à résoudre ces problématiques techniques par son intelligence émotionnelle avec son offre de produits et services et les embarquer en leur proposant que la solution effectivement qu'il leur propose va réduire des frustrations, des inquiétudes, des problématiques qu'ils vont rencontrer au quotidien. Donc je ne les mettrai pas l'un au-dessus de l'autre, mais bien effectivement à part égale. Et aujourd'hui, la concurrence, sachant que le niveau
des commerciaux en France a largement augmenté ces 5-6 dernières années. La compétition, et je pourrais en reparler un peu plus tard, parce que je ne vais pas faire un long monologue dès le début, mais effectivement, la compétition aujourd'hui se fait de plus en plus sur les compétences émotionnelles, parce que les compétences techniques ont augmenté, et à l'inverse, les compétences émotionnelles, on le voit en entretien et dans les entreprises, a plutôt tendance à diminuer aujourd'hui. D'accord. Hicham? Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute après tout ça? Pierre Michel. Moi, Non, j'adore le transfert d'émotions. j'allais dire, Pierre Michel, attention, hein, parce que je risque de reprendre ta punchline et, et d'en faire des posts. Non, mais Euh, je suis d'accord avec Pierre Michel. Après, l'intelligence émotionnelle, on a deux catégories de 16 quand même, en fait, encore aujourd'hui, on va dire, classiquement, je vais pas commencer à rentrer dans la distinction entre les chasseurs, les éleveurs, etc. Mais on a ceux qui font preuve d'empathie et ceux qui ne le font pas, en fait. Et j'ai pu remarquer que, enfin, dans ma carrière, que ceux qui font pas preuve d'empathie, donc d'intelligence émotionnelle aussi, parce que ça va ensemble, enfin, c'est un bloc, tiennent pas dans la durée. En fait, souvent, vous allez avoir des profils qui vont être des commerciaux un petit peu, donc, qui vont sauter d'une boîte à une autre. Dès qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs, ils restent 12 à 18 mois dans une entreprise et ils bougent. Et ce n'est pas ceux qu'on recherche aujourd'hui pour pouvoir durer dans le temps. Et les clients aujourd'hui, enfin, depuis longtemps, hein, les clients ont besoin aussi d'écoute. Moi, je me suis bien rendu compte que sur le terrain, les meilleures ventes, c'était celles les meilleurs moments de vente, entre guillemets, c'était ceux où je ne parlais pas pendant, on va dire, 80% du temps. C'était le client qui avait besoin d'être écouté. Donc, il faut être en capacité à, à écouter ses émotions et à écouter les émotions des autres. Enfin, non, parce que pour écouter l'autre, il faut être capable de s'écouter soi déjà dès le départ. J'ai l'impression d'être dans un truc de philosophie. Mais, mais c'est ça le truc, c'est que si on n'aime pas ce métier, si on n'aime pas les gens, si on n'a pas d'émotion, pour moi, on ne dure pas dans ce job. Et la pression des chiffres, elle est là. Donc, il faut être en capacité, il faut être capable de supporter la pression du résultat, la pression de la demande du client. Parce que les clients, il ne faut pas oublier aussi qu'ils deviennent de plus en plus exigeants. Et que du fait qu'il y ait des commerciaux partout, que de la concurrence est là, on peut changer de prestat en 30 secondes aujourd'hui. Et Oui, c'est ça, sûr. ce côté émotionnel, c'est vrai que c'est une valeur ajoutée qui est hyper puissante en fait dans la relation que l'on crée avec son client et même son prospect aussi. Quelle méthode recommanderiez-vous pour identifier ces sacro-saintes compétences émotionnelles chez les commerciaux lors d'un entretien de recrutement? Alors, moi, j'ai fait beaucoup d'entretiens de recrutement, mais ce n'est pas ma spécialité. Mais c'est vrai que je pense que c'est voir si la personne, elle est. Bon, Pierre-Michel aura peut-être plus l'habitude, mais je pense qu'il y a une partie déjà d'écoute. Voir déjà si la personne, elle est à l'écoute, si elle a une écoute active et potentiellement poser certaines questions. Alors, je ne pourrais pas en parler plus que ça sur le type de questions, mais je pense qu'il y a des questions un peu clés qui peuvent nous permettre de répondre, d'avoir une idée là-dessus. Après, il y a aussi beaucoup le ressenti. Vous savez, il y a des petits détails, hein, toujours qui ne trompent pas. Vous savez, la tasse de café que vous proposez au commercial quand il vient, s'il la laisse sur la table sans dire je vais l'acheter à la poubelle, enfin, ce genre de petits détails un petit peu à l'ancienne, on va dire, mais il y a des réflexes mécaniques, enfin, il y a des réflexes qui permettent déjà d'identifier certaines choses. Donner des pistes. Et Pierre-Michel? Pierre-Michel, j'ai dit Pierre-Marie tout à l'heure, pardon, parce que c'était le nom de mon associé. Pierre-Michel, qu'est-ce que tu en penses? Alors effectivement, là, pour les commerciaux, c'est toujours une grande difficulté les entretiens. D'abord parce que c'est pas forcément des métiers qui rentrent dans des cases, contrairement à quand tu dois recruter des profils de dev, d'IT, sur lesquels tu peux leur faire passer des compétences, des tests compétences techniques et qui vont illustrer effectivement le résultat. Je caricature un peu mes propos, mais tu prends un bon dev de chez Renault en automobile, tu le places à BNP en finance, il sera toujours aussi bien codé. Le sales, c'est compliqué. Tu débauches un sales d'une ESN, tu le places dans une autre ESN. Il était excellent, top performer dans sa première boîte. Tu le places chez un concurrent. Finalement, il va devenir un des moins bons parce que sensibilité à la marque, sensibilité aux produits, sensibilité à l'organisation et des process qui sont différents. Donc, c'est vraiment un métier qui est pour ça vraiment extrêmement spécifique. Donc des entretiens, des assessments sur des commerciaux. Généralement, on est sur des cycles de recrutement qui vont être beaucoup plus longs, de l'ordre de 5 à 7 ou 8 entretiens. On essaie de les diminuer un maximum parce que ça bouffe quand même beaucoup de temps et de charge mentale. Mais
Ce qu'on va analyser sur la partie compétences émotionnelles, sur un sales, c'est la capacité déjà à organiser sa pensée. Déjà, la problématique des commerciaux en entretien, c'est qu'ils sont toujours très mauvais en entretien parce qu'ils ont tellement l'habitude de se vendre derrière une offre de produits et services, c'est-à-dire d'exprimer leur unicité, leur personnalité au travers effectivement de la vente, que lorsqu'ils se retrouvent en entretien, qui n'est pas un exercice évident, on passe un entretien tous les 2-3 ans en règle générale, fait que soit ils en font trop, ou dans la grande majorité des cas, ils en font pas assez, c'est-à-dire ils savent pas comment se mettre en avant, ils savent pas utiliser le jeu, et ils parlent effectivement de l'entreprise, du succès de l'entreprise, des succès effectivement qui sont généraux, parce que ils ont peur effectivement d'être vus comme prétentieux. Et toute la difficulté, c'est sur des sales de réussir à mettre sur leur histoire des mots, des objectifs, de la technicité sur leur cycle de vente. Comment on repère sur la partie effectivement compétences émotionnelles, les compétences émotionnelles d'un commercial en entretien? D'abord, c'est de jamais s'intéresser aux réponses aux questions qu'on va poser au commercial. Ça peut paraître contre-intuitif, mais finalement, lorsque tu passes un entretien, on peut à peu près tout bullshiter, c'est-à-dire qu'on va lui demander quels étaient ses chiffres et ses résultats, il peut nous dire qu'il était top performer, on va pas avoir peu de moyens de vérifier. Lorsqu'on va prendre ses références, généralement lorsqu'on donne ses références, on va toujours donner les références de quelqu'un qui vont donner effectivement des bonnes références. Oui. Donc, ce qu'on va vouloir analyser, c'est sa capacité déjà à raisonner, à comprendre l'information. Donc, lorsque je pose une question à un commercial, je vais non pas analyser sa réponse, qui est très subjective, mais je vais analyser sa manière de répondre à ma question. Est-ce qu'il va me répondre de manière directe et m'expliquer ensuite derrière son raisonnement? Est-ce qu'il va d'abord raisonner, m'expliquer son raisonnement pour amener à sa réponse? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire, mais par contre, il y a des manières de faire qui vont différer selon les besoins du client, c'est-à-dire est-ce que je suis sur un cycle de vente plus ou moins long, est-ce que je suis en B2B, en B2C, est-ce que mes interlocuteurs, par exemple, vont être des DAF et vont être des personnes qui sont être beaucoup plus cartésiens, et dans ce cas-là, il faut aller droit au but. Est-ce que je suis plutôt sur des cibles, je caricature un peu mes propos, direction marketing, où là, j'ai besoin d'embarquer dans le raisonnement le C-level pour qu'il m'amène à la réponse. Donc, c'est sa capacité d'une à raisonner, donc c'est-à-dire à s'adapter par rapport à l'interlocuteur et adapter effectivement son raisonnement. Donc ça, c'est une première partie effectivement de notre assessment. Et dans une seconde partie, est-ce qu'il va être capable de sortir justement de cette vente émotionnelle, de cette relation émotionnelle pour la transformer, parce qu'on reste quand même sur un sujet de vente, donc il faut faire du KPI, il faut faire du chiffre, on est dans une entreprise, et réussir à sortir au bout d'un moment sur ces sujets émotionnels pour réussir à rentrer dans l'objectif, dans la neutralité, parce qu'il va devoir proposer au bout d'un moment un devis, un bon de commande, une vente, et ça devient tout à fait cartésien. Donc, il doit s'adapter effectivement dans ce raisonnement. Il doit à la fois effectivement jouer sur les contraires, sur les dissonances, de un lien effectivement émotionnel, tout en réussissant à garder un côté de raison et de neutralité et d'objectivité. Je ne sais pas si ça répond à la question initiale, Corinne. Si, si, absolument. Et du coup, cette intelligence émotionnelle, tout à l'heure, tu disais que les commerciaux, ben, finalement, enfin, c'est pas souvent, mais régulièrement, ne restent pas très longtemps dans les entreprises, ou on ne les garde pas très longtemps dans les entreprises quand ils performent pas énormément. Est-ce que l'intelligence émotionnelle peut réellement faire la différence dans la performance commerciale à long terme? Et pourquoi? Alors oui, et c'est vraiment des sujets, nous on organise régulièrement au bureau des workshops avec des head of sales pour discuter un peu des sujets de prospective des sales. Mmh. Un des derniers workshops qu'on avait fait, c'était sur le sujet effectivement des compétences nécessaires dans le futur des commerciaux, et je vais répondre de deux manières. Quand on avait fait ce workshop avec les head of sales, j'étais très surpris lorsqu'on leur a demandé quels sont les besoins de compétences que vont devoir développer les sales dans une dizaine d'années. Quasiment aucune attente était sur les compétences techniques des sales, méthodologie de vente, speed selling, soft selling, consultative selling, etc., etc., mais bien sur des sujets de résilience, de combativité, d'incarnation effectivement des valeurs de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, et là on est vraiment dans les compétences émotionnelles, que le sales, c'est quand même
quelqu'un qui va devoir gérer au quotidien beaucoup plus d'échecs que de succès. C'est-à-dire qu'il va se prendre 9 portes dans la tronche pour en ouvrir une autre. Et ça, c'est quand même très particulier dans l'entreprise. Quand on est en finance, en logistique, en marketing, etc., généralement, on travaille plutôt sur des succès. On va bûcher sur un sujet, et puis généralement, on va le sortir. Une fois sur deux, c'est être un succès, un échec. Le sales, il s'en prend quand même plein la tronche toute la journée. C'est-à-dire que lorsqu'il call, il va falloir qu'il reste joyeux, de bonne humeur, sourire au téléphone, en visio, en rendez-vous, mais il se prend quand même des tartes dans la tronche toute la journée et que la majorité de ses efforts sont soldés effectivement par des échecs et que les quelques efforts qui sont soldés effectivement par des succès, donc c'est le principe après du pipe en entonnoir, c'est un succès effectivement d'équipe. Donc, ça nécessite, comme des grands sportifs de haut niveau qui vont s'entraîner toute une vie pour réussir à avoir un jour une médaille, une préparation mentale très solide, une force mentale aussi qui est très solide. Et ça, c'est extrêmement important que les DG, que les autres collaborateurs, qui parfois effectivement ont une vision un peu du sales biaisée, respectent effectivement le sales, ses efforts et toute ce don émotionnel effectivement qui doit faire, au quotidien. Voilà effectivement comment je répondrais à la question. J'aurais d'autres choses bien sûr à dire, mais je vais Ouais. les monologues parce que comme je suis sales aussi, je peux me lancer aussi. Hicham, Donc, on est-ce avait que tu compris, veux Pierre-Michel. rebondir sur le sujet? Oh, je sais plus quoi dire. Non, mais je suis complètement d'accord avec Pierre-Michel. Euh, Comme hier encore, je faisais une conférence où je disais en fait à des entrepreneurs que 99% du temps du commercial, ça va être du non, et c'est 1% en fait de signature. Et du coup, faut avoir une sacrée motivation et une sacrée énergie en fait justement pour aller chercher les 1%. Mais se focus que sur les 1% est beaucoup plus important que de se focuser sur les 99, les 1% de signature. Et c'est ça qui permet aussi d'être motivé. Et c'est vrai que moi, je passais un temps certain avec mes équipes. euh, Pas forcément à traiter toute la partie technique ou toute la partie chiffres, mais à traiter leurs émotions. Parce Ouais. que c'est dur, c'est un métier qui est dur et quand on est seul, c'est encore plus. Alors après, moi, je me suis un peu plus spécialisé sur des sales qui sont entrepreneurs, entre guillemets, parce que l'entrepreneur, sur les petites PME, etc., l'entrepreneur fait la comptabilité, le marketing, le sales, etc. Donc, faut leur permettre de sortir un petit peu de tout ça et de comprendre un peu ce métier. Mais ouais, non, c'est hyper important, en fait. Ça me plonge dans des souvenirs, en fait. Là. Je suis dans un état de flottement, en fait. Pierre-Michel, il m'a mis, il m'a renvoyé à mon ancienne vie de salarié. Je suis en train de me souvenir de plein de scènes, en fait, de plein de moments de vie et les commerciaux où on était justement, il y avait la problématique n'était pas du tout liée à de la technique ou autre, mais plus à de l'émotionnel. Et il faut être à l'écoute, en fait, parce que parfois, ça peut arriver. Alors, voilà, je vais prendre une espèce de posture de manager, mais euh, le manager commercial a un rôle hyper important, il a un rôle pivot là-dessus, sur ce sujet-là. En fait, il doit être en capacité de se ressentir en fait l'émotion de ses équipes. Et c'est ça qui est souvent dur parce que lui aussi, il est débordé, voilà, il a une charge mentale qui est importante, il a plein de missions aussi en plus en parallèle. Et c'est le même niveau qu'avec le client, le commercial et le client, quoi. Si on n'est pas en capacité de sentir en fait qu'il se passe quelque chose, dans le bon comme dans le mauvais. Parce que dans le bon, le problème, c'est que si on ne sent pas le bon et qu'on ne félicite pas les gens, bah, on peut créer nous-mêmes une fracture et les emmener vers le négatif ou de la frustration. Et de l'autre côté, c'est d'être en capacité de sentir tout ça et de pouvoir agir, en fait. Parce que parfois, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de la détresse des gens et ça crée un effet de boule de neige, en fait. Ouais. Alors, une étude que j'ai trouvée là sur une étude de Capgemini en 2024 nous dit que 76% des dirigeants indiquent que la majorité des employés doivent, donc au-delà des commerciaux, doivent maintenant développer ces compétences en intelligence émotionnelle pour s'adapter à des rôles de plus en plus tournés vers la relation client. Donc, a priori, une majorité de dirigeants veulent ou pensent ou constatent que l'intégralité finalement des employés, des salariés, des collaborateurs
ont un rôle important dans la relation client et donc doivent développer des capacités, des compétences d'intelligence émotionnelle. 60% des organisations également interrogées par CAP Gemini ont constaté plus de 20% d'amélioration grâce à leurs employés ayant des capacités, des compétences d'intelligence émotionnelle élevées. Donc ça, ça corrobore en fait avec ce que vous nous dites, ce que vous nous expliquez. Et enfin, un focus sur les jeunes générations. Donc 80% des millennials préfèrent une formation d'intelligence émotionnelle en face à face à des situations, à des sessions en virtuel. Donc ça, je trouve que c'est intéressant aussi parce que finalement, cette intelligence émotionnelle rabat un petit peu les cartes de nos nouvelles méthodes de travail hybrides, en fait. Du coup, ma première question par rapport à tout ça, c'est comment les entreprises peuvent-elles développer et renforcer les compétences émotionnelles de leurs équipes commerciales en interne. Donc là, on est plutôt sur le développement, sur la formation, mais pas que. Une question enfin, qui me semble enfin, intéressante et un peu compliquée parce que comment développer ses émotions, en gros, sur l'intelligence émotionnelle. Enfin, voilà, c'est comment développer ses émotions. Donc déjà, si on a des gens qui n'ont pas d'émotions, c'est qu'on est peut-être, on a recruté peut-être un sociopathe. Donc, voilà. Donc déjà, c'est déjà dès la base, il faut revenir sur, c'est vrai que c'est important sur la partie recrutement. Mais alors, au-delà de tout ce qui peut être technique, qui va être session, etc., je pense que c'est quelque chose qui est inné en soi. L'intelligence émotionnelle, on la développe, on la peaufine plutôt, je pense, que plus qu'on la développe. Donc, je vois, enfin, hormis projeter la personne en fait, dans des situations qui peuvent être mises en parallèle, des situations personnelles qui peuvent être mises en parallèle, je vois pas en fait, je vois difficilement en fait les formations en intelligence émotionnelle. Parce que les émotions, en fait, c'est inné. Si vous n'avez pas d'émotions, c'est que vous avez un souci quelque part. Vous êtes cassé peut-être probablement. Et faut voir les choses. Enfin, moi, je les vois. Enfin, pour moi, c'est un peu particulier comme question. Pierre Michel, qu'est-ce que tu en penses? Alors toi, je sais que tu vas dérouler, tu vas me dire tac, 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 le process. Non, mais je vais donner effectivement. Alors moi, je vais me concentrer effectivement sur les commerciaux parce que c'est un sujet, comme on fait ça toute la journée depuis 10 ans, sur lequel on est plus sensible que sur les autres collaborateurs, les autres catégories de métiers de manière générale. Il y a une approche déjà macro qui est organisationnelle. C'est-à-dire que l'organisation des équipes commerciales va jouer derrière sur le développement des compétences émotionnelles qui, comme on l'a dit, sont autant nécessaires que les compétences techniques. Je m'explique, il y a eu une tendance ces dernières années, et même de notre côté, on l'a promu dans notre écosystème tech digital, qui était la segmentation du cycle de vente pour gagner en productivité et en performance, parce que entre 2017 et 2022, avant qu'il y ait la crise un peu de la tech et la situation économique actuelle, il y avait énormément de budget sur le marché. Ce qui fait qu'on a découpé énormément le cycle de vente avec, par exemple, sur le début du cycle de vente, des SDR, des BDR qui faisaient pur de lead band, de la prospection téléphonique, de la prise de rendez-vous d'affaires. Ensuite, on avait des accounts exécutifs, des AE qui allaient signer les deals. Ensuite, après, derrière, ça passait dans les mains de CSM, Customer Success Management, et ça a été repris effectivement par des CAM ou des Key Account Managers. Ça avait un intérêt. Parce que ça a permis effectivement d'engranger beaucoup plus de volume. Mais la problématique, c'est qu'à moyen terme, on s'est rendu compte que la sursegmentation de ces équipes de vente et de ce cycle de vente a enlevé l'implication, a rendu beaucoup plus passif effectivement les commerciaux dans la relation, la qualité de la relation avec l'interlocuteur, puisque effectivement, à chaque fois qu'il y a un début de relation avec un interlocuteur, c'était renvoyé sur un autre collaborateur. Donc, on a vu effectivement cette contrainte-là, et c'est pour ça qu'il y a une réadaptation aujourd'hui du cycle de vente sur effectivement des modèles un peu plus classiques, avec des BizDev qui vont faire le cycle de vente en full stack, de l'ouverture du besoin jusqu'au closing, voire même effectivement jusqu'après derrière la gestion du portefeuille client une fois closé et que ça fasse en étape de carrière.
Donc, il y a un sujet organisationnel où la méthode d'organiser ces équipes commerciales va plus ou moins faire évoluer en compétences ses collaborateurs. Au contact des clients, on va développer effectivement ces compétences. Moins on est en contact des clients, moins on va développer effectivement les compétences. Et ça, je rebondis effectivement sur le troisième chiffre que tu as donné, où tu disais 80% des millennials préfèrent une formation en IE en face à face. Ça, c'est quelque chose aussi qui est extrêmement intéressant d'un point de vue data chiffré. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 3 fois plus de chances de closing à partir du moment où on rencontre tôt le prospect dans son cycle de vente. Donc moi, par exemple, chez moi en interne, je préfère que mes sales fassent 1 à 2 rendez-vous en présentiel par jour plutôt de faire 4 ou 5 rendez-vous en visio. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on rencontre effectivement la personne en physique, on peut avoir cet ancrage émotionnel. Et pour avoir cet ancrage effectivement émotionnel, il faut qu'on puisse jouer sur les 3 leviers, qui est la communication, les mots qu'on utilise, la communication non verbale, le langage du corps, et effectivement la tonalité de la voix et ce ressenti. Ce ressenti, il est coupé bien évidemment en visio, il est encore plus effectivement dans les échanges de mails. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important aujourd'hui ce face-à-face. Et il y a un retournement de marché où aujourd'hui, effectivement, on a un retour au présentiel dans le cycle de vente, c'est-à-dire que les salons n'ont jamais aussi bien marché que cette année et vont continuer à le faire. Je discutais sur notre podcast We Are Sales avec un gros head of sales d'une Martech internationale, où même ils sont obligés de mettre des primes pour tous les commerciaux, même des commerciaux seniors qui sont sur des fixes à 70-80 k de fixe, plus 30 à 40 k de variables, sur des cycles de vente très longs et très complexes, ou pour les remettre effectivement au rendez-vous physique, ils leur mettent des bons cadeaux Amazon en leur disant que ça close ou pas, à chaque rendez-vous physique, effectivement, on donne une prime, on donne effectivement un beau cadeau pour repousser les gens à faire du physique, parce qu'effectivement, ça marche. Donc, il y a l'organisationnel qui va faire effectivement en sorte qu'on va développer plus ou moins ses compétences. Et ensuite, moi, ce que je crois pour développer effectivement ces compétences émotionnelles, c'est pas tant des formations plénières qu'on peut avoir de manière assez classique qui vont développer les compétences techniques, mais comme issu du sport, le coaching. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important, qui n'est pas forcément du rôle du manager, parce que le manager est là pour développer les compétences techniques, la connaissance de l'offre de produits-services, du marché. Il n'a pas le temps de faire du shadow et de la réécoute et d'être à côté de chacun de ses 7, 8, 10 collaborateurs qu'il doit manager. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour développer les compétences de ces sales, et on mesure en plus un ROI direct, le coaching est extrêmement important. C'est des coûts très réduits. Tu prends un coach, ça va te coûter 100, 200 balles de l'heure. Il va se poser 2 heures une fois par semaine avec tes sales. Et là, on va avoir un ROI qui est direct, qui est extrêmement fort. Merci d'avoir évoqué le côté prime ou reconnaissance ou incentive pour ceux qui font des rendez-vous en physique. Parce que ma question maintenant, c'est justement quelle stratégie peut-on mettre en place, utiliser pour fidéliser les commerciaux, les pousser dans leur performance euh, dans ce cadre d'intelligence émotionnelle, mais pas que. Donc, tu nous as donné un exemple. Est-ce que vous avez d'autres idées d'exemples pour justement reconnaître et stimuler les commerciaux qui vont exceller en intelligence émotionnelle ou les pousser sur des performances commerciales, en fait? Ouais, les commerciaux sont censés, enfin, suivant les profils, il y en a qui vont être en recherche de reconnaissance pure, il y en a qui vont être en recherche d'évolution, il y en a qui vont être en recherche purement de primes. En fait, c'est un mix un petit peu de tout, en fait, que ce soit au quotidien ou que ce soit de manière mensuelle ou annuelle, parce que suivant les systèmes de rémunération, c'est différent. Il y en a qui vont adorer le challenge, qui vont adorer se challenger entre eux pour rire, pour prendre la première place, entre guillemets, et plaisanter avec les collègues. Donc, c'est souvent les entreprises, souvent les modèles, c'est complètement différent. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que disait Pierre-Michel tout à l'heure. Il m'a fait plaisir, Pierre-Michel, quand tu as dit qu'on revenait sur la vente traditionnelle, entre guillemets, à l'ancienne. Parce que c'est ce que j'essaie aussi de faire, d'expliquer aux gens, c'est que le rapport à l'humain est hyper important dans le commercial et que lorsqu'on rencontre les gens physiquement, on voit beaucoup de choses. On peut ressentir aussi beaucoup de choses. Le ressenti, c'est quoi? C'est aussi se rendre compte de comment mon interlocuteur échange avec ses collègues, comment il est perçu, comment est son bureau, comment est-ce qu'il est rangé, qu'est-ce qu'il y a dessus, etc. Et on ressent beaucoup d'énergie et on peut remarquer beaucoup de détails
lorsqu'on est dans un cadre physique, dans un contexte physique, et ce qui va nous permettre en fait de pouvoir nous adapter très facilement, beaucoup plus facilement en tout cas que derrière un écran. Moi, je sais quand je suis plus opérationnel, moi, c'est en physique que derrière un écran. Ça, c'est sûr que là, c'est très très froid en fait. Même si l'échange peut sembler chaleureux, mais en physique, moi, j'ai pu voir qu'en fait que les rendez-vous pouvaient se transformer en fait. Les entretiens pouvaient se transformer dans le bon sens comme dans le mauvais. Et ça, c'est toujours pareil, c'est toujours une histoire d'émotion. Donc, comment motiver les commerciaux, nos vendeurs, nos très chers vendeurs, bah, c'est suivant leur motivation. Enfin, moi, pour moi, personnellement, je pense que le manager commercial a un rôle important, un rôle pivot, parce que lui, il sait sur quoi il va pouvoir appuyer pour que ses vendeurs puissent acter, parce que vous allez en avoir qui ne vont pas être du tout dans le challenge de jouer la première place, juste mes primes, ou d'autres qui se disent, moi, je veux évoluer, ok, je sais que ça doit passer par la réussite, mais pas forcément, pas que. Il n'y a pas que la réussite des chiffres qui compte. Oui, il n'y a pas que la performance brute, Non. il y a aussi d'autres qualités qui permettent d'évoluer. C'est Pierre, vrai. Après, bon, effectivement, il y a plusieurs sujets qui ont été évoqués. Il y a le sujet effectivement de comment récompenser, fidéliser et retenir effectivement ses collaborateurs. In fine, c'est toute la beauté et l'ambivalence du métier, c'est-à-dire que ça reste quand même un métier où on juge au résultat. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des compétences émotionnelles extraordinaires, au bout d'un moment, il faut faire du chiffre. On a des objectifs à tenir. Mais là encore, il faut que les objectifs soient bien évidemment atteignables, qu'il y ait ces objectifs, qu'il y ait des objectifs qui soient intermédiaires et que ces objectifs intermédiaires permettent effectivement de booster la motivation. Donc, moi, ce que je trouve intéressant et ce que je recommande, c'est effectivement faire en sorte que le cycle de vente puisse amener à des succès qui soient réguliers, c'est-à-dire effectivement nombre de rendez-vous pris, nombre de rendez-vous physiques réalisés, et que effectivement il y ait des systèmes de scoring, de points ou même d'incentives qui soient mis en place pour que déjà le sales dans sa période de ramp-up, quand il arrive dans l'entreprise, puisse très rapidement avoir des succès, parce que le succès amène le succès amène de la confiance en toi, de la confiance en soi qui va le rendre beaucoup plus efficace. Néanmoins, c'est que 50% effectivement du métier, il faut que ça signe. Il y a des sales qui font tout de manière extrêmement carrée, parce qu'il faut être à la fois très propre et très organisé. On pourra reparler en plus de la charge mentale aujourd'hui des sales, et qui connectent extrêmement bien avec son interlocuteur, mais qui au final ne close jamais. Et parfois, trop connecté avec l'interlocuteur peut être aussi un danger. Et je peux vous raconter une petite anecdote qui me revient. C'était il y a quelques années. On avait placé un de nos consultants effectivement chez un autre client qui vendait des séminaires d'entreprise. Ma cliente m'appelle au bout d'une dizaine de jours et me dit, écoute, Pierre-Michel, ton consultant Clément, je ne vais pas citer son nom de famille, mais son prénom c'était Clément, je comprends pas, et il a de l'expérience, il connecte vachement bien au téléphone, mais il signe aucune proposition, et au final, il n'y a jamais aucun rendez-vous qui va jusqu'au bout. Moi, je suis extrêmement étonné parce que ce consultant-là, je le connaissais bien, je l'avais missionné plusieurs fois chez mes clients, c'était toujours bien passé. Donc, j'arrive chez ma cliente, je me pose à côté de lui et je l'écoute faire ses calls pendant 1 heure ou 2 heures. Il fait ses calls. Ses calls sont tellement bons qu'à chaque fois sur les interlocuteurs ou interlocutrices, qui étaient soit DG, soit CHO, Chief Happiness Officer, donc ceux qui s'occupaient effectivement séminaires d'entreprise, qui passaient une demi-heure, 3/4 d'heure au téléphone. Il connectait tellement bien que tout de suite, effectivement, son interlocuteur lui racontait toute sa boîte. Alors oui, voilà, nous, quels sont les budgets, voilà comment on s'organise, etc. Donc il était tellement focus sur son intelligence émotionnelle, tellement focus effectivement sur l'interaction. Qu'est-ce que faisait effectivement son prospect au bout du fil, au bout d'une demi-heure de conversation? Il disait, bah, écoutez, Clément, j'étais ravi d'échanger avec vous. L'échange était vraiment super bien. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail récapitulatif de notre échange et je reviendrai vers vous? Et donc là, il a complètement foiré son call, puisqu'on ne voit rien par téléphone. L'objectif, c'est de susciter l'intérêt pour décrocher un rendez-vous physique. Mais il avait tellement bien connecté avec son interlocuteur qu'il en avait trop dit, trop connecté. Et il n'a pas réussi à créer le manque qui lui aurait permis de déclencher le rendez-vous. Et c'est au rendez-vous qu'il aurait pu passer effectivement à l'étape du closing. Donc il y a à la fois réussir à développer ses compétences émotionnelles, mais surtout les mettre au service après derrière de choses qui sont très concrètes. C'est closing, c'est faire du chiffre, et là, on n'est plus du tout dans l'émotion parce qu'on défend aussi derrière les intérêts de son entreprise, bien évidemment, qui doit répondre par son offre de produits et services aux intérêts de son prospect pour lequel on va résoudre un problème.
Ah, super. Et pour finir, quels sont les principaux défis finalement que l'on rencontre pour recruter ou fidéliser les commerciaux et comment la gestion des émotions et des relations humaines contribue, vous nous l'avez illustré, tu viens de nous l'illustrer aussi, mais à augmenter justement cette fidélisation client. Hmm. Alors, augmenter la fidélisation client, donc entre guillemets, je dirais très simplement un commercial qui est bien dans ses bottes, bon, généralement, hors contexte particulier, c'est-à-dire changement de direction chez son client, rachat ou fermeture ou problématique de budget, généralement, bah, sera beaucoup plus efficace dans le temps, en fait. Et après, il y a l'autre problématique, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si on regarde le marché, alors je vais parler pour le marché parisien, mais en moyenne, un commercial dure à peu près un peu moins de 2 ans et demi en poste. C'est une statistique, c'est une moyenne. Le marché français aujourd'hui, moi j'ai pu voir qu'en 10 ans, si je ne me trompe pas, on était passé d'un peu plus de 150 000 postes vacants de sales à aujourd'hui à plus de 200 000. Donc, c'est hyper compliqué, si vous voulez, vu la pression des chiffres, la pression des résultats, etc. Il y a un turnover qui est hyper important. Mon ancien boss me disait qu'en 20 ans, je crois qu'il avait eu qu'une année ses équipes au complet. Donc, il était en permanence en train de recruter des vendeurs, quelle que soit l'entreprise dans laquelle il était, pour pouvoir compléter les équipes. Donc, pour moi, alors, il y a la partie argent, entre guillemets, évidemment, rémunération, qui est hyper importante. Euh, mais aujourd'hui, les gens sont, de mon point de vue, plus à la recherche de sens dans ce qu'ils font et d'être avec des gens qui vont leur donner un minimum en fait d'intérêt, de respect, etc. Il y a beaucoup, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un des sujets pour l'État aujourd'hui, pour les prochaines, la santé mentale. Donc, on se rend bien compte en fait qu'il y a un besoin là-dessus. L'argent ne fait pas tout, parce que l'argent ne peut pas acheter notre bien-être. Et on n'a jamais vu autant de gens en burn-out. C'est un sujet aussi que je traite moi, sur LinkedIn souvent. Et sur les gens que j'ai en contact par rapport à ce sujet-là me le disent. L'argent, c'est bien je pense que l'argent, c'est bien surtout quand on est jeune, mais plus on grandit, plus on vieillit. Alors, parce que, voilà, vous voyez, j'ai un peu des cheveux blancs. Plus on grandit et moins et ça devient important par rapport à ce qu'on peut rechercher en termes d'émotion et de bien-être, en fait. Et je vois de toutes sortes de profils, quels qu'ils soient, à un moment switcher, basculer et se dire non, l'argent c'est bien, oui, je gagnais super bien ma vie, mais je veux du sens dans ce que je fais. Et aujourd'hui, les émotions, je pense que ça n'engage que moi, c'est que c'est quelque chose on ne peut pas mesurer. On peut ressentir, mais on ne peut pas mesurer. Enfin, ça aurait été trop simple pour moi si j'avais un indicateur qui me disait juste attention, un tel est pas bien, faut que je prenne un coaching. Ça. Moi, j'ai été coaché, j'ai eu la chance de pouvoir en bénéficier. C'est vrai que c'est pas naturel en France de parler de coaching. En France, on a l'impression que c'est un peu une honte en fait si on est coaché, c'est une faiblesse, c'est une preuve de faiblesse. Alors que non, moi j'ai été la personne qui m'a coaché m'a permis en fait de passer des steps en fait de passer des steps et d'être beaucoup plus efficace et efficient. Donc voilà, donc en gros, pour moi, on ne peut pas mesurer l'intelligence émotionnelle, les émotions des gens. Il faut les ressentir. Et pour les ressentir, bah, faut garder ce côté humain qu'on a en nous et le mettre à profit en fait, pour l'entreprise et pour nos clients. Pierre-Michel, tu veux réagir? Ouais, avant de répondre à ta question initiale, je vais juste faire une petite aparté sur le sujet de rémunération, parce que s'il y a des dirigeants, effectivement, il faut prendre conscience de ça, c'est-à-dire que le commercial, c'est celui qui met quand même tous les mois sa rémunération en jeu. Euh, Lorsque vous êtes responsable marketing, responsable financier, etc., vous n'êtes pas en stress le mois prochain de pouvoir payer vos factures, pouvoir continuer de mettre de côté effectivement pour des vacances à la fin de l'année. Donc le commercial, tous les mois, effectivement, remet en jeu sa rémunération. Donc on n'est plus effectivement dans les années 80-2000 où on faisait un mini fixe et tout au variable. Si aujourd'hui on va avoir des gens qui ont des compétences techniques et émotionnelles, parce que je le répète aujourd'hui, et je vais expliquer pourquoi la compétition se fait sur ces doubles compétences. Il faut effectivement qu'il y ait un fixe qui soit correct et un variable qui soit aussi proportionnel. Et pour ça, je l'explique de manière très simple, il faut que la rémunération fixe rémunère les compétences
quand le variable rémunère la performance. Et quand on a parfois des annonces où tout est au variable, dans ces cas-là, on a dans ces cas-là que des gens, effectivement, qui doivent être rémunérés au succès, qui vont pas avoir de compétences. Donc, j'insiste, le fixe rémunère les compétences, le variable, la performance. Et généralement, une bonne construction d'un package, pour faire simple, c'est un tiers de la rémunération fixe est au variable et le fixe doit permettre de vivre comme ses autres collaborateurs parce que n'oubliez pas, tous les mois, il va se prendre que des coups et des tartes dans la tronche. Donc, si vous voulez effectivement qu'il dure sur la durée, il faut qu'effectivement son rythme de vie dans son perso qui lui permette de récupérer et lorsqu'il sort en soirée, qu'il voit ses amis, qu'il soit effectivement à un niveau de vie qui soit équivalent. Correct. Ouais. Ensuite, sur le contexte fidélisation des commerciaux, il faut se placer aussi d'un point de vue un peu macro et de la fidélisation des clients. Aujourd'hui, l'intensité concurrentielle n'a jamais été aussi forte et très étonnamment, le rôle de l'humain n'a jamais été aussi important. C'est-à-dire qu'une entreprise n'a jamais pu être aussi équipée de suites technologiques aussi fortes comme l'ont pu être les grands comptes il y a une dizaine d'années qui faisaient effectivement souvent leur point de différenciation aussi facilement pour aussi peu cher. Aujourd'hui, tu prends une licence HubSpot ou Salesforce pour 60, 70 balles. Tout le monde peut avoir des logiciels SaaS pour une dizaine d'euros. Donc, toutes les boîtes, qu'elles soient TPE ou grands groupes, sont maintenant quasiment équipées des mêmes outils. De la suite Teams, on a tout sur le Drive. Avant, il fallait avoir des serveurs, on devait installer des choses sur les CD-ROM. Donc, aujourd'hui, toutes les boîtes finissent de se suréquiper d'outils qui sont du même niveau que, effectivement, des gros concurrents sur le marché. Donc, à partir du moment où on a tous les mêmes suites technologiques, qu'est-ce qui fait la différence lorsqu'on est dans le service ou lorsqu'on a un produit, on a tous à peu près la même offre de produits et services, hein, on va se dire la vérité, et bien finalement, c'est l'humain qui est derrière, qui sait servir ses outils et qui se différencier par rapport aux outils. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Plus la technologie augmente, plus le succès des boîtes se font par rapport aux compétences de l'individu, techniques qui savent maîtriser l'outil et le contexte marché, mais aussi, bien évidemment, émotionnel. Et pour finir, qu'est-ce qui fait donc effectivement la fidélisation d'un sales et qui sera fidéliser les clients? Qu'est-ce qui font finalement un bon sales à recruter d'un mauvais sales? Il n'y a pas de mauvais sales, hein, c'est juste qu'il faut trouver la bonne boîte dans laquelle effectivement s'y mettre. C'est trouver des gens qui incarnent notre valeur et notre ADN. Le sales, c'est le représentant du chef d'entreprise sur le terrain. C'est le contact, c'est l'image de l'entreprise vis-à-vis du client. Je caricature, si j'arrive chez mon client pour lui proposer du recrutement de sales en short tongue, il va avoir l'impression que je vais lui proposer des sales qui sont à peu près de cette même catégorie, plutôt profil dev, etc. Donc, je représente mon entreprise, je représente effectivement la qualité de l'offre de produits et services, je représente l'interaction que je pourrais avoir. Donc, ma grosse recommandation pour recruter des sales, c'est recruter avant tout des personnes qui incarnent effectivement les valeurs, l'ADN de l'entreprise et les valeurs, l'ADN du chef d'entreprise parce que c'est son représentant. C'est ça qui fera en sorte qu'il va durer sur la durée. C'est ça qui fera en sorte qu'il pourra durer sur la durée. Et ça répond aussi derrière à moitié à la question de Marie-Ange qui va lui permettre d'avoir une résilience beaucoup plus grande parce qu'il va accepter effectivement toutes les tartes dans la tronche qu'il va se prendre. Et ça rebondit aussi sur ce que dit Hicham. C'est ça qui va lui donner du sens. Et un sales qui perd du sens, c'est un sales qui bouge tous les ans et demi, qui perd l'intérêt Oui. du marché. Voilà. Et c'est ça qui va lui donner du sens. C'est pas effectivement lui expliquer que son produit va révolutionner le monde, mais parce que effectivement l'offre de produits et services qu'il va vendre effectivement correspond à ses ADN et à ses valeurs. Donc vérifiez bien ce matching-là. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On Merci. a Marie-Ange qui Oui. nous demandait. Pardon, Marie-Ange, vous voulez poser la question? Oui, Allez-y, en fait, allez-y. déjà, merci à tous, c'est très intéressant. Merci beaucoup de ce temps d'échange. Oui, donc, je rejoins Pierre-Michel, si je puis me permettre, je vous appelle par votre prénom. Sur effectivement le contexte parfois un peu difficile quand on manage une équipe commerciale par rapport au marché, à la concurrence, aux objectifs, etc. C'est un mélange de compétences techniques et compétences émotionnelles. Donc, je voulais savoir effectivement si vous aviez un conseil, une lecture, un travail que je pourrais faire lors de la réunion collective, souvent en fin d'année, sur la résilience. Donc, j'ai la chance d'avoir une équipe commerciale, je vous rejoins, qui est très attachée à l'entreprise. Donc, je représente le groupe UP, la coopérative UP. Donc, j'ai effectivement cette chance d'avoir constitué une équipe qui a l'ADN de la coopérative dans le sang, si je puis dire. Donc, c'est un plus. Toutefois,
On n'est pas tout seul sur le marché, hein, pour, pour ceux qui nous connaissent. Et j'aimerais vraiment travailler ce sujet. On travaille beaucoup à travers la process communication, l'empathie, etc. Comprendre l'autre, c'est-à-dire écouter et bien comprendre ses clients pour pouvoir, en tout cas, répondre à ses attentes et être en phase, en tout cas, avec les valeurs du client. Mais ça, c'est un sujet, oui, si vous avez des conseils à me donner, euh, voilà, je suis preneuse. Merci à vous. Alors, je ne sais pas comment je dois mettre ma caméra, parce qu'en fait, je n'avais pas l'occasion de travailler sur Workplace. Donc, vous ne me voyez pas, je pense. Non, on ne Euh, voit pas. Ok. attends, mais je ne sais pas si c'est important d'ailleurs Bon, de c'est me plus agréable. Ouais, Oui, mais voilà. aussi, Ah, oui, bah c'est là, je cool. crois que vous me voyez. Génial. Voilà. Merci, J'avais Marie-Rance. juste oublié d'appuyer sur le bon bouton. Donc, voilà, je ne sais pas si ma question est claire. Hicham, Je Pierre-Michel? suis en train de réfléchir à la question de comment travailler sur le en kick-off en fin d'année, sur faire comprendre en fait à tes équipes, euh, euh, enfin le côté, enfin résilient, enfin développer le côté résilient en fait tes forces de vente, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, à travers les réussites, parce qu'on en a, hein, fort heureusement quand même, Oui. à travers les réussites, je vais aller chercher effectivement ce que la personne a pu mettre en œuvre pour transformer un projet en réussite. Donc à travers les compétences techniques, mais pas que, hein, puisque là on est plutôt sur l'intelligence émotionnelle. Donc faire un cumul des deux qui ont fait que ce projet a été une réussite avec le client. Donc forcément, je m'appuie là-dessus. Toutefois, quand les temps sont durs, et je crois que Pierre-Michel l'a beaucoup dit, on peut avoir parfois, vous savez, un essoufflement ou avoir oublié les qualités qu'on a pu mettre en place à un moment donné. Donc, ouais, je pense que la résilience, c'est quelque chose en tout cas, que j'aimerais travailler au sein de mon équipe commerciale. Je sais pas si c'est plus clair, Hicham. Ouais, ouais. En fait, la résilience, de toute façon, c'est une, j'allais dire une constance. C'est, Capacité à rebondir, moi, j'avais dans la ouais, tête. alors, en fait, la résilience fait partie de notre quotidien en fait, dans le métier de commercial. Si on n'est pas résilient, autant changer de métier. Parce qu'on, comme il le disait tout à l'heure, Pierre-Michel, on va se prendre la majorité de notre temps des non avant de pouvoir signer un oui. Donc, et ton capacité. Alors, ouais, en fait, je suis en train de réfléchir en même temps. Mais pour moi, en fait, le conseil que je donnerais, moi, enfin, moi, c'est ma méthode. En fait, hein, donc, ça n'engage que moi. Mais moi, je suis beaucoup sur le jeu et sur l'amusement, entre guillemets, pour pouvoir mettre en parallèle certaines valeurs, enfin, certains aspects, en fait, du profil que je voudrais amener à développer, enfin, de profil dans l'équipe, à développer, ou message que je voudrais développer dans l'équipe. Donc moi, ce serait beaucoup sur le jeu et parce que on sait que naturellement, c'est comme ça qu'on apprend le plus facilement, hein. Les animaux, c'est comme ça qu'ils apprennent, c'est grâce au jeu. Donc après, mettre en parallèle, parce que c'est vrai que juste faire un discours sur la résilience, c'est bien, montrer quelques vidéos ou des choses comme ça, c'est bien, mais après, il faut faut articuler le truc autour de quelque chose qui va pouvoir en fait pousser les gens à sortir toute cette émotion et à comprendre en fait. C'est très comme ça, mais en fait, ça ça nécessite un peu de temps pour moi, de réflexion pour pouvoir poser ça. Mais en fait, oui, c'est hyper important aussi de leur faire prendre conscience de la résilience qu'ils ont mis en place sur l'année, en fait, pour en être là, en fait. Parce que parfois, je pense que c'est comme c'est quelque chose dans lequel on est tous les jours, on se rend plus compte, en fait, on fait plus de différence, on fait plus de distinction entre les efforts enfin, c'est comme un sportif de haut niveau. Tu vois. Euh, si on ne lui rappelle pas à un moment qu'il est sur du haut niveau, peut-être se dire que c'est normal de courir le 100 mètres en 10 secondes alors que c'est peut-être surhumain, entre guillemets. Et lui rappeler, en fait, qu'il est différent, que c'est un sportif de haut niveau, à ce niveau-là, en fait. Ouais. Parce que tout le monde n'est Et pas quand, résilient, hein. Tous les métiers sont pas. Enfin, les gens, aujourd'hui, c'est vrai que c'était un des sujets de départ. Moi, je me suis bien rendu compte, en fait, que moi, quand je faisais une vente, en fait, j'avais deux ventes à faire, en fait, quand je faisais une vente chez un prospect. C'est-à-dire que j'avais la vente externe avec le prospect, donc ça, c'était réglé. Pour moi, c'était la partie la plus facile, limite. Et après, j'avais la vente en interne. Donc, la vente en interne, c'est-à-dire que je devais voir avec, et c'est pas une critique sur les services support, parce que tout le monde a besoin de tout le monde pour pouvoir faire fonctionner une entreprise. Mais je savais que je devais vendre l'ouverture de compte à mon ADV, à la compta pour avoir mes escomptes, mes encours. Il fallait que je gère avec mes appros pour le stock. Il fallait que je gère avec la logistique pour que ce soit bien livré et que la palette ne soit pas posée devant la porte d'entrée, bloquée à l'entrée du client. Ouais, j'avais plein de ventes en fait à faire en interne qui me fatiguaient peut-être plus que la vente avec le client en externe.
Donc, il fallait faire preuve de beaucoup de résilience. Peut-être moi, deux, trois trucs qu'on mis en place, effectivement, pour travailler sur ces sujets de résilience. D'abord, effectivement, tout à fait d'accord avec Hicham, la gamification, c'est-à-dire effectivement faire de la vente un jeu. Parce que lorsqu'on joue, effectivement, il y a des gagnants et des perdants, donc on accepte effectivement de perdre. Et donc la gamification en interne, parce que lorsqu'on se perd entre collaborateurs, si après, derrière, la suite est bien faite, ça permet effectivement de travailler cette résilience. Donc gamifier, c'est très important, avec des étapes intermédiaires qui permet à avoir, pour ceux qui n'ont pas des succès finaux, des succès qui sont intermédiaires. Et donc, c'est-à-dire, moi, j'ai pris beaucoup de rendez-vous, mais par contre, j'ai pas beaucoup closé et ça permet aux managers, après, derrière, de faire des formations spécifiques sur, par exemple, comment améliorer son taux de closing. Partager, faire des rex. À partir du moment où on partage, et ben, on évacue effectivement toutes les casseroles qu'on a. Donc, nous, on fait régulièrement des rex qui sont organisés directement par nos commerciaux. Tiens, je me plante à chaque fois sur ça, j'ai eu telle objection, ça a été difficile, ça a été un moment difficile. Et en fait, derrière chaque difficulté, on peut travailler l'intelligence collective pour après, derrière, normaliser cette situation, en faire des process et dire à tout le monde, on a eu cette difficulté, un collaborateur a eu cette difficulté, on va travailler tous ensemble à trouver une solution et ça permet de le diffuser et on transforme finalement l'échec en capacité effectivement à accumuler du savoir dans l'entreprise. Mais il ne faut pas oublier non plus, et c'est toute l'ambivalence, que c'est une compétition en interne et en externe. Donc, au bout d'un moment, si on ne fait pas partie des top 3, des top 5, des top 10, qu'on lui a pris un coach parce que il a, pour l'aider dans cette résilience, le coach a une grosse importance. Au bout d'un moment, effectivement, il faut se séparer de nos amis. C'est triste, mais c'est la réalité aussi. Ah, je suis Merci à vous. Bon, avec toi. j'en suis pas là, hein, Pierre-Michel. J'en suis Ah, pas là. Voilà, je te donne, parfois, on là, peut on a, passer des, on a 3 parce que minutes. des fois, on a donc, des petites traversées du désert, tu vois. Donc, c'est là où il faut faire attention parce que les gens peuvent comprendre directement, se dire, ah, et il a zéro, je le vire. En fait, ouais, parce que parfois, on peut avoir des meilleurs vendeurs, en fait, qui, ça arrive, parfois, on peut avoir une petite traversée du désert. Et c'est là, en fait, où il faut être en capacité de le, enfin, faut être capable de le voir, de comprendre et de se dire, bon, là, il faut que je lui tienne la main, il faut que je fasse un peu plus d'efforts pour que l'année prochaine, il puisse rebondir et repartir. Et après, oui, là où je suis d'accord aussi, c'est que c'est hyper important. En fait, c'est vrai que là, je me remémore en fait de manière opérationnelle les réunions qu'on faisait. Nous, on faisait alors moi, j'avais la chance de pouvoir faire des réunions toutes les semaines avec mes équipes en présentiel. Et, euh, et c'est vrai que les laisser se parler entre eux de leurs difficultés permet en fait à tout le monde déjà, ça libère la parole et ça permet en fait aussi de créer du lien entre eux, plus de liens et de se donner du conseil. Et c'est vrai que même quand j'étais commercial, j'étais content quand j'étais parfois un petit peu en baisse d'énergie sur de la prospection, de voir d'autres commerciaux me dire, bon, je vais venir avec toi aujourd'hui, on va se faire une petite tournée ensemble que de prospection pure et on va aller pousser des portes ensemble. Et c'est une forme d'intelligence émotionnelle, mais à l'époque, je ne le voyais pas comme ça, j'étais plus jeune. Et maintenant, je me rends compte que c'était des gens qui étaient hypersensibles à ce niveau-là, même si d'apparence, c'était des purs killers, des purs chasseurs, mais ils savaient quand même écouter les autres. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Pierre-Michel, merci Cham, merci Marie-Ange pour cette question super intéressante. Eh bien, écoutez, nous allons poursuivre notre journée de conférence. Donc, la prochaine conférence, nous allons retrouver Walter Rossa sur le sujet réinventer le rôle du commercial, neurosciences et écoute active pour une performance durable. Grand Walter Rosa. Merci à tous et merci encore Pierre-Michel et Hicham. À très vite. À plus tard, à bientôt. Bonne journée.